9h45 sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la grande édition du Journal du Soir. C'est presque un fait banal et pourtant cela suscite interrogation. La prolifération des organisations non gouvernementales a pris ces dernières années une telle allure que la rédaction de BB24 a cherché à comprendre si cela est bénéfique ou non. Ensuite, on parlera des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Enfin, on ira dans les champs voir cette substance utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles, les pesticides qui constituent aujourd'hui un danger aussi bien pour l'environnement que pour la santé. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, la communauté musulmane a célébré la fête du Maouloud, reconnue comme étant la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. La célébration de cette fête se fait par des lectures coraniques, des chants, des prières et des méditations sur l'œuvre du prophète. C'est également un moment de transmission des valeurs authentiques de paix, d'amour et de miséricorde prônées par le prophète durant sa vie sur terre. Il est incontestable aujourd'hui que la crise économique de ces dernières années a obligé de nombreux décideurs à redéfinir leur politique de développement, ce qui a engendré un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment pour la création des organisations non gouvernementales, plus connues sous le vocable ONG. Mais ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces organismes de la société civile, une croissance exponentielle qui inquiète. Evra Anani a tenté de comprendre. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations qui sont représentées par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc, nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc, des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité.
Merci Evra Anani. Et au nombre des actions fortes que mènent quelques-unes de ces ONG, on note la lutte contre l'utilisation des pesticides chimiques. Ils constituent un fléau pour l'environnement et la santé humaine. Ils sont utilisés pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais dans un contexte où la demande bio n'a jamais été aussi forte, les paysans sont nombreux à se convertir. Et justement, des alternatives aux pesticides existent. Amandine Agnambossou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, le mélange de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes, aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. On parle à présent des villes qui sont des espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction des populations et d'attractivité économique. C'est le cas des villes de Cotonou, Porto Novo, Ouida, Abomey-Calavi, Parakou et autres. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôle de développement? Des questions auxquelles Daniel Hunkbevi nous donne ici des réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouida et l'histoire de Ouida est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc, le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouida également ont commencé par délaisser Ouida pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace,
parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. En nouvelle brève à présent, le Maroc et le Millennium Challenge Corporation ont procédé cette semaine à la signature d'un accord de coopération portant sur la mise en œuvre du projet de gouvernance du foncier. L'accord vise à soutenir les nouvelles lois relatives aux terres sous la LIWAT dans le cadre de l'initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes, ainsi que l'élaboration et la réalisation du projet de la stratégie foncière nationale. Dans le cadre de cet accord, un centre sera mis en place en vue de consacrer l'intégration de l'approche genre. Par ailleurs, le Millennium Challenge Corporation va soutenir l'élaboration du projet de la stratégie nationale foncière ainsi que l'application des procédures prioritaires de cette stratégie après son adoption dans le but de promouvoir l'accès de la femme à la propriété foncière. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de week-end à toutes et à tous.